de stress, en fait, à ce débat après le film que vous venez de voir sur donc, le stress post-traumatique. Pardon, excusez-moi. Merci à vous d'être là. Merci au Grignou. Merci à la 25e heure de nous permettre, les premiers, d'être ici dans une salle du cinéma Souvenir pour filmer donc, ce débat. Et merci à la 25e heure pour nous permettre d'arriver dans vos maisons. Je vous rappelle tout de suite que vous avez un chat à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions. Les intervenantes sont ici pour vous répondre. Je vais tout de suite commencer. Je voulais juste faire un petit rappel parce que ce film fait partie d'une sélection qui s'appelle Soulever des montagnes, qui est justement dédiée à tous des films qui tracent des parcours d'individus, de collectivités qui sont en lutte pour la réappropriation de leur santé. C'est une compétition que j'apprécie particulièrement parce qu'elle montre vraiment des beaux parcours de réappropriation. Voilà, je l'ai déjà dit. Donc moi, ce que je vais vous poser vraiment comme première question, vous êtes toutes les deux psychologues. Mireille Monville, psychologue institutionnelle à la clinique du traumatisme du CHU de Liège. Je voulais avoir juste vos premières impressions par rapport après ce film, après la vision de ce film. C'est une vision psychosociale et presque holistique, en fait, du retour de ces hommes et ces femmes à la vie telle que nous l'entendons, telle que nous la représentons, alors qu'ils viennent d'un univers presque innommable. Et donc, c'est d'écrire et d'abord essayer de comprendre finalement le décalage entre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, et puis le retour à la vie telle qu'on l'imagine habituellement. Et donc pour ça, c'est évidemment extrêmement touchant et ça a l'avantage de permettre d'ouvrir une porte pour ces personnes qui se sentent souvent très incomprises. Oui. Et donc vous, Caroline Devos, vous êtes psychologue et vous pratiquez aussi le MDR, vous êtes liégeoise. Oui. Qu'avez-vous pensé de ce film ? Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai aimé la façon dont les personnages parlaient de ce qu'ils vivaient et aussi l'esthétisme du film, le rapport à l'image, au mouvement et au temps, parce que dans le traumatisme, c'est comme un passé qui revient sans cesse. Et aussi le propos, la manière dont ils avaient accès, c'était pas vraiment des acteurs, mais les personnes avaient accès à ce qu'ils vivaient vraiment de l'intérieur. Et j'avais noté des trucs, mais je les ai pas ici. Mais en tout cas, ils disaient tous que quand on revient, comme tu disais Mireille, de l'innommable, c'est comme si on ne faisait plus partie de la communauté des hommes. Et que toute leur difficulté, c'est de revenir dans cette communauté-là. Et toute la responsabilité de nos sociétés, c'est aussi d'accompagner ces personnes-là, ce de mon point de vue, on ne fait pas du tout suffisamment. Voilà. Mais là, on rentre déjà dans le débat. C'est le principe. Mais c'est un très, très beau film, très touchant et très bien fait. Oui, mais vous parlez justement de cet espace-temps et les sons aussi qui sont dans le film aussi, c'est quelque chose qui m'a frappée parce que tous ces ralentis, ces explosions qui sont des explosions de fête pour nous et qui peuvent vraiment faire une résonance complètement différente chez eux, est vraiment rendue parce qu'on n'a finalement aucune image pour nous, en tout cas choquante finalement. Et ce que j'ai aimé aussi, il parlait aussi des ressources et de... Je ne sais plus si c'était une des dernières images où le monsieur disait que son fils, c'était vraiment c'était vraiment ce à quoi il pouvait se raccrocher. Et donc, il y a aussi plein de ressources qui sont disponibles à réactiver pour sortir de là, quoi. Oui, c'est vraiment un film magnifique là-dessus. Parce que parfois, je trouve que dans les films sur ce thème-là, soit c'est hyper dramatisé, ou c'est hyper fataliste, comme ça, comme s'il n'y avait pas de porte de sortie. Et là, c'est vraiment... j'ai vraiment aimé, pour ça aussi. Merci. Et donc, moi, je voulais vous demander... donc, ici, on est dans un film qui parle vraiment de personnes
qui reviennent de guerre, donc vraiment de situations très, 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 très dures. Mais le stress post-traumatique existe aussi pour d'autres personnes, en fait, dans la vie quotidienne. Est-ce qu'au niveau des symptômes, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que... Voilà, et quelles expériences peut-être peuvent mener dans la vie de tous les jours à ce genre de... Oui, le film que l'on décrit, effectivement, on se retrouve avec des personnes qu'on voit comme ça en mouvement, qui reviennent de zones de guerre, mais finalement, lorsqu'on rencontre des personnes qui ont eu un accident de voiture gravissime, qui ont été victimes d'actes de violence, de viol ou d'attentats, qui malheureusement fait partie de la réalité de notre société également, eh bien, il y a une très grande similarité, effectivement. Et les personnes qui vivent cela se sentent particulièrement différentes des autres hommes. D'ailleurs, c'est dans la définition même, plus psychanalytique, mais c'est une des définitions du psychotrauma, qui finalement est une rencontre, que ce soit pour quelqu'un qui a vécu un accident de voiture gravissime ou pour quelqu'un qui a subi une violence collective ou une violence individuelle, ils vont dire qu'ils se sentent différents et qu'ils ont fait une rencontre avec la mort. Or, la mort est irreprésentable pour l'être humain. Et donc, ça leur donne un savoir dont il se serait évidemment bien passé, mais qui fait en sorte que ces personnes, effectivement, on doit parfois les aider à revenir, et tu l'as très bien dit, du côté des vivants et du côté de la vie plutôt que de la survie. Or, on voit bien dans ce film, et on le voit aussi quand on rencontre nos patients, que ce soit très peu de temps après un événement à caractère potentiellement traumatisant, ou parfois 20 ans après, qu'il y a cet ordre, cette réparation à travailler avec eux, mais qui est de l'ordre justement de quitter cet état de survie à l'état de vie, et de quitter parfois la sensation d'être dans le monde des morts plutôt que de celui des vivants. Et ça, le Bigot, il en parle, que c'est un travail, c'est un psychiatre français très connu qui s'intéresse à ce domaine depuis fort longtemps. Et il dit, c'est ramener les personnes du monde des vivants. Et c'est encore plus vrai quand il s'agit d'actes de violence. Parce que ce qui est atteint en plus, c'est la représentation que l'on se fait quand même des relations humaines. Et donc là, il y a une double atteinte, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, de ce point de vue, je dirais qu'il ne se différencie pas tellement, effectivement, des personnes que nous rencontrons et qui ont vécu un événement à caractère traumatisant. Oui, donc, malgré le caractère pointu en fait, du film, oui. On peut dire que c'est un film finalement universel. Universel. Universel dans le temps et dans l'espace, puisque les hommes se font la guerre depuis si longtemps. Voilà. Mais il y a aussi la différence, enfin, les rescapés de guerre, les primo-arrivants aussi que nous rencontrons, les personnes exilées, ou effectivement les personnes qui travaillent dans les conflits armés et qui reviennent. Il y a aussi la pression que c'est lointain. Pour nous, c'est lointain. D'ailleurs, quand on regarde un film ou quand on regarde la télévision, on peut mettre à distance ce que vivent les soldats ou ce que vivent les personnes que l'on voit pourtant parfois dans des situations absolument dramatiques. Et ici, il y a aussi la notion effectivement de leur famille, de leur entourage ou de la société, comme tu l'as très bien dit, qui peut mettre à distance cela. Et alors ils se sentent encore plus à distance, eux, avec eux-mêmes et avec la société, parfois même avec leur famille. Oui. Et par exemple, pourquoi est-ce que le trouble post-traumatique se déclenche seulement après? C'est quelque chose qui... Après l'événement? Oui. Bah parce que, de mon point de vue, parce que pendant l'événement, les gens sont en train de gérer ce qui doit être géré, et que c'est seulement après X temps, que l'événement est passé, sauf que c'est un peu comme si le système d'alarme du corps, c'est très corporel, le traumatisme, il y a vraiment, c'est pas que des pensées, il y a aussi tout le corps qui est en action. Le système d'alarme est toujours en mode on, donc c'est un petit peu comme s'il y avait eu des voleurs dans une maison, que le vol avait eu lieu, mais qu'après l'alarme sonnait
dès qu'il y a un chat qui passe. C'est une métaphore que j'aime beaucoup et qui parle aux gens quand ils ont vécu, quand ils sont dans ce processus de traumatisme et qui restent dedans. Et tout l'enjeu des thérapies, c'est vraiment d'aller aider le corps, que la personne aide son corps à éteindre cette alarme qui sonne tout le temps. Alors pourquoi ça sonne ? Évidemment, on n'est pas égaux face au traumatisme. Il y a des gens qui vont vivre des événements traumatogènes et qui ne vont pas forcément développer un stress post-traumatique. Et ça, j'insiste là-dessus parce qu'il y a vraiment encore une mécompréhension de ça, où des gens qui vivent des stress post-traumatiques vont se dire qu'ils sont faibles, vont se dire que s'ils étaient forts, ils n'auraient pas tout ça, notamment chez les policiers, notamment chez toutes les professions où il y a quand même ces croyances-là de quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui n'est pas en contact avec ses émotions, qui ne craque jamais, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi important d'aller rejoindre, de faire de l'éducation là-dessus. Et sinon, on n'est pas égaux non plus, parce que ça dépend de ce qui a été vécu avant. Donc, dans le film, il le montre aussi, hein, il y a des personnes qui sont entourées, qui ont un réseau, qui sont structurées d'une manière où il y a une sécurité intérieure déjà de base. Et quand il arrive quelque chose à ces personnes-là, ça va avoir un impact différent que si on a déjà vécu plein d'autres traumatismes, de l'insécurité et qu'on grandit tant bien que mal avec ça. Il y a une étude qui montre, qui est super intéressante et qui date des fins des années 90, qui a eu lieu sur 17 000 Américains, donc c'est beaucoup de gens, et qui questionnait les gens sur les expériences adverses dans l'enfance. Donc ça pouvait concerner la violence conjugale, le fait qu'un parent soit incarcéré, l'alcoolisme dans la famille, des agressions, toutes sortes de choses. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y avait quand même, je pense, 2/3 des personnes qui avaient vécu au moins une expérience traumatique dans l'enfance. Ils ont montré aussi à quel point, plus on a vécu des expériences adverses, enfin des expériences traumatiques dans l'enfance, plus ça joue sur plein de problèmes de santé par la suite. Donc ils ont fait des liens avec des problèmes de cancer, des maladies, évidemment l'estime de soi, enfin plein de choses avec lesquelles on ne fait pas forcément de lien. Et ça, c'est vraiment important. Moi, j'aime bien revoir cette étude-là parce que ça montre à quel point le traumatisme, c'est un problème de santé publique qui n'est pas encore suffisamment perçu par nos sociétés. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bien sûr. Et donc, vous parlez justement du fait que ce stress n'est pas, enfin que les traumas ne sont pas reconnus dans la société. Pas assez. Est-ce que c'est aussi à cause du fait, c'est quelque chose que moi, en tout cas, comme grand public, hein, je ne suis pas du tout spécialiste de la matière, dans le film, ils disent, moi j'ai des symptômes qui ne se voient pas. Un militaire qui rentre sans une jambe, il aura plus de reconnaissance de son traumatisme finalement que moi qui n'est pas en fait de symptômes extérieurs. Oui, ce sont des souffrances invisibles. Et pourtant, si on y regarde de plus près, et l'hypervigilance par exemple, c'est le fait effectivement de sursauter avec des bruits qui sont soit de la vie courante, soit un peu plus exceptionnels comme un feu d'artifice. Et ça, c'est quelque chose qui renvoie vraiment les victimes des attentats, par exemple, qu'on a suivis. Ils parlent énormément de ça. Et c'est d'ailleurs un symptôme qui reste. Et le petit dernier symptôme qui reste, c'est celui-là, celui de... Alors, à la fois, c'est adapté. On parle aussi de quand ils sont dans le restaurant, qu'ils veulent toujours choisir la place dans le restaurant pour voir les sorties. Ça aussi, ça fait partie de l'hypervigilance. Ça fait partie de l'hypervigilance, mais l'hypervigilance, c'est vraiment... Et ça passe dans le corps, évidemment. Et c'est on pourrait dire un trouble adaptatif, et en même temps pas, parce qu'ils ont vécu un événement effectivement extrême, qui leur a demandé d'avoir une réaction extrême, souvent pour sauver simplement sa vie, ou de voir aussi la vie des autres en danger. Et donc, d'une certaine façon, ils vont rester à la fois avec cette souffrance qui est en même temps une forme d'adaptabilité. Mais effectivement, c'est discret. Et pourtant, et tu l'as très bien dit, ça se vit dans le corps. La plupart des personnes qui ont vécu des événements à caractère traumatisant, et effectivement, on n'est pas tous égaux,
ça va se vivre dans le psychisme mais aussi dans le corps avec des douleurs comme ça, musculo-squelettiques importantes. Mais quand on a eu très peur ou quand on a été pris d'effroi, on est comme de la pierre, c'est bien connu, c'est dans l'expression naturelle d'ailleurs qu'on emploie souvent. Et donc ça, c'est quelque chose qui va se vivre pendant parfois de très nombreuses années. Et plus on va avancer, plus les personnes ne vont plus toujours faire le lien entre leurs propres souffrances physiques et les souffrances psychologiques, sans compter que la mémoire joue des tours. Et on voit bien ça dans les victimes de viol et de violences dans l'enfance, avec la mémoire traumatique donc, qui peut se réveiller comme ça. Et alors la personne revit dans son corps et dans son psychisme l'événement ou les événements de manière extrêmement aiguë. Donc le psychotraumatisme commence à intéresser, je pense, avec malheureusement les événements qui ont touché notre propre société, comme je le disais, on peut toujours mettre ça, mais c'est surtout aussi les guerres qui ont, déjà du temps de Ferenczi, de Freud, c'est surtout les guerres qui ont interrogé sur le traumatisme. Mais dans notre société, on s'y intéresse quand même un petit peu plus, mais il manque énormément de moyens pour faire de la psychoéducation, pour travailler avec les personnes qui sont en première ligne et qui peuvent être à la fois en insécurité et par vicariance être contaminées par les scènes traumatisantes. Et puis, voilà, on manque encore effectivement de moyens et de reconnaissance pour les victimes. Ah, oui. Et donc vous, Madame De Vos, vous pratiquez aussi le EMDR. Est-ce que vous pouvez tout simplement réexpliquer, maintenant on commence à le connaître, mais réexpliquer pour le public en quoi ça consiste et en quoi cette technique peut être aidante dans le traitement des symptômes de stress. Le MDR, c'est un outil, donc il y a d'autres outils qui sont aussi efficaces. Et un outil, c'est pas non plus un truc magique qu'on prend comme un médicament. Donc il faut pas une recette. Voilà. Et ça, je précise parce que parfois les gens me disent « Ah, je veux faire de l'EMDR, point, quoi. » Mais c'est vraiment dans le cadre d'une approche thérapeutique. Et donc le MDR, c'est vraiment aller aider le cerveau à traiter une information qui est trop lourde pour le sujet. Et c'est un peu comme si je prends l'image d'un ordinateur, c'est un peu comme si quand on vit des événements traumatiques, le dossier est trop lourd. Émotionnellement, énergétiquement, ça déborde. Et le MDR vient aider à vider le dossier, à nettoyer, à garder ce qui est utile et à enlever ce qui n'est pas utile. Parce que le propre du traumatisme, c'est vraiment que c'est comme une poche qui est brute, qui n'est pas traitée. Et donc, c'est bien pour ça que les personnes, quand elles sont reconfrontées par un stimulus ou quelque chose qui vient leur rappeler, consciemment ou inconsciemment, l'événement traumatique, elles vont être comme rallumées. Et donc, du coup, c'est comme toute la poche de ce moment-là, tout ce qui a été enregistré à ce moment-là, donc tout l'effroi, toute la terreur, toutes les pensées qui sont venues après, tout ça qui revient d'un coup. Et c'est ça qui est très douloureux pour les personnes qui vivent des traumatismes, c'est que tout est réveillé. Et donc avec le MDR, on va, en activant les deux zones droite-gauche du cerveau, aider un processus naturel du corps. C'est vraiment, parce qu'on est programmé pour s'auto-guérir, mais c'est un peu comme si, vu ce dossier trop lourd, ben ça bug. Et donc avec le MDR, on va un peu fluidifier tout ça et aider le corps à faire son travail. Enfin, le corps, je caricature, mais c'est plutôt la mémoire et le cerveau à faire son travail. Et donc c'est magnifique parce qu'on voit des gens qui sont vraiment pris dans leur passé présent, qui, avec le MDR et d'autres approches, peuvent vraiment se reconnecter à leurs ressources et nettoyer tout ça. Ça demande j'ai parfois des clients des patients plutôt, qui me disent, moi je suis très rationnelle, très dans le mental, et donc j'explique comment ça se passe. Et eux-mêmes sont étonnés de voir que de juste observer ce qui remonte au niveau émotionnel, au niveau corps, c'est possible, et c'est parfois difficile parce qu'on n'a pas appris ça ou qu'on a appris à monter dans la tête tout de suite, mais que c'est vraiment la clé. Et quand je dis le corps, c'est vraiment de revenir à soi, pas pour aller répéter inlassablement, verbalement, ce qu'on a vécu, parce que ça peut aussi retraumatiser ça,
Mais c'est avec des approches comme ça plus corporelles, plus intuitives, où on utilise les ressources de l'inconscient. C'est vraiment fascinant ce que l'être humain est capable de faire aussi. Et c'est différent de l'hypnose. Oui, c'est différent de l'hypnose. Oui. L'hypnose, c'est plus aller se remettre à l'intérieur de soi et aller réveiller les ressources intérieures qui sont disponibles ou qui n'ont pas été suffisamment utilisées. Et donc, par exemple, les personnes qui sont dans le trauma, moi, avant de faire des techniques plus approfondies de MDR et d'aller vraiment travailler le traumatisme, je vais plutôt voir au niveau de l'hypnose comment reconnecter la personne à des souvenirs positifs, à des compétences, à des choses qui peut-être même qu'elle avait oublié ça, mais ça va vraiment l'outiller pour aller un peu faire cette plongée dans ce qui est douloureux. Et l'hypnose, ça permet aussi d'aller retravailler certaines scènes, parce qu'au niveau du cerveau, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou inventé, imaginaire. Donc du coup, on peut aussi utiliser ça à l'avantage de la personne. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que au lieu de s'imprégner, quand on regarde la télé par exemple, au lieu de s'imprégner de toutes ces images anxiogènes, on peut aussi mettre dans notre cerveau délibérément des images ou des souvenirs qui vont renforcer cette sécurité intérieure qui est tellement nécessaire pour aller traiter le traumatisme. Donc c'est vraiment deux approches qui sont très très complémentaires et très efficaces. Merci. Et vous, dans votre pratique, Mireille, vous utilisez aussi d'autres outils? Peut-être est-ce qu'on peut faire un petit... Alors le MDR est vraiment un outil très intéressant, comme expliqué. Alors moi, j'ai une formation psychanalytique, donc je travaille beaucoup avec les mots, mais aussi je travaille aussi parce que dans le psychotraumatisme, il ne s'agit pas que le patient qui vient nous trouver s'adapte à notre école, si je puis m'exprimer ainsi. Hein. C'est plutôt l'inverse. On sort même du cadre habituel parce que on accompagne parfois les victimes au tribunal, on accompagne parfois sur les lieux pour travailler la peur qu'ils ont simplement de retourner parfois sur les lieux alors qu'ils ont besoin d'y retourner d'un point de vue fonctionnel. Mais on va aussi travailler d'un point de vue cognitif sur effectivement l'historisation en fait d'un événement qui est à l'état brut, qui n'est pas sous la forme d'un souvenir et qui va former comme un cratère, parfois un puissant fond dans le psychisme. Et donc tout notre travail, c'est effectivement de travailler avec la personne, avec les mots, avec les images, avec les sensations, pour permettre qu'à un moment donné, oublier, ils ne pourront jamais oublier, et parfois c'est leur demande. Et j'insiste toujours pour dire, mais non, voilà, ce ne sera pas possible. Mais par contre, on peut essayer que ce soit historisable, que ça devienne un souvenir. Et donc, on va parfois superposer une image qui s'impose à la personne en permanence avec une autre image beaucoup plus rassurante. On va faire des liens aussi, parfois tout est possible. Hein. Il y a aussi le problème de la dissociation. Donc certaines personnes qui vivent des événements à caractère potentiellement traumatisant, l'un des mécanismes de défense très puissants, qu'on va retrouver, je pense à un patient qui a été victime de torture, il avait... inconsciemment, évidemment, il avait la sensation de se désincorporer. Oui, c'est une forme de dissociation extrême où il est là sans être là et où il observe la scène, notamment pour échapper, entre guillemets, à la douleur. Mais ça laisse des traces. D'abord, c'est un état, il disait je suis fou, c'est un état d'étrangeté absolument invraisemblable. Et là, on va faire beaucoup de psychoéducation pour dire, ben voilà, c'est un mécanisme de défense très puissant, effectivement, et qui est entre guillemets normal, mais qui va laisser des traces, effectivement, dans le psychisme, qui est délétère si on n'y travaille pas dans le futur. Et puis alors, petit à petit, avec de la douceur, parce que c'est un métier, la clinique du trauma, qui demande de la douceur, à mon sens,
du fait de la brutalité précisément, et un événement traumatisant, il est toujours soudain, il va impacter de manière soudaine, va mettre la personne dans un état d'effroi, voire de dissociation, et c'est une rencontre avec la mort. Donc le travail avec la parole pour l'historisation, c'est d'abord un travail en douceur, au rythme de la personne, puisque le temps et l'espace sont éclatés au moment de l'événement, et c'est un travail, je le redis, d'historisation qui va permettre à un moment donné que la personne ne soit plus assujettie en quelque sorte à l'événement et à ses conséquences psychiques et ses conséquences dans le corps. Merci. Et donc on a une première question qui arrive qui demande justement si on peut guérir d'un stress post-traumatique. Ah bah j'espère que oui, sinon moi je ne ferais pas ce métier-là. D'accord. Non, je réagis comme ça, mais oui, et c'est même pas, je trouve que guérir, c'est pas, j'utiliserai même pas ce mot-là, c'est vraiment comme, il y a un avant et un après, ça c'est sûr, mais ce que je vois des gens avec qui je travaille, ces personnes héroïques avec qui je travaille, c'est que quand l'information est traitée, quand il y a un souvenir, comme tu disais Mireille, quand ça devient une histoire et plus un truc brut qui saute à la figure, alors la vie devient plus riche aussi. Et c'est ce que les gens me disent, c'est qu'ils doivent faire avec cette nouvelle information-là. On ne peut pas faire comme si, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui s'est fait violer en allant courir dans les bois, la prochaine fois que la personne fait son jogging, elle ne peut pas faire comme si ça ne pouvait pas arriver. Mais si elle aime le jogging, elle va devoir continuer à pouvoir faire ça sans être prise par des crises d'angoisse perpétuelles. Et donc après, ça donne une conscience que la personne n'avait pas avant, du bien, du mal, de ce qui est faisable ou pas. Mais ça enrichit la vie, en fait. C'est comme si ça donnait une possibilité de transcender quelque chose. Et il y a beaucoup de gens aussi dans le traumatisme qui vont aller s'intéresser à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est... ils reviennent plus à leur corps, ils s'écoutent autrement. Et donc il y a vraiment comme une richesse aussi qui peut être gagnée quand on dépasse ou quand on intègre le traumatisme. Il y a plein de ressources qui sont vraiment déployées. Donc oui, de mon point de vue, oui, on peut guérir des traumatismes. Oui, on voit justement dans le film qu'un des personnages fait du yoga, de la méditation. Oui. On voit qu'il y a ce genre de... Et ça, je rebondis là-dessus, parce qu'il y a des études super intéressantes qui montrent que le yoga a vraiment des effets thérapeutiques sur le stress post-traumatique, quasiment autant, enfin, j'ai pas les chiffres, mais que des antidépresseurs ou d'autres médicaments. Donc oui, c'est vraiment... D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont se tourner vers des approches corporelles. Et c'est pour ça que tous les coachs ou toutes les personnes qui travaillent dans le corps, ce serait vraiment bien, il y en a qui le sont, mais tout le monde n'est pas formé à une connaissance du traumatisme. Et moi, je travaille beaucoup avec enfin, je forme des personnes qui donnent des cours de yoga ou qui sont coachs ou autres, mais qui ont beaucoup de gens qui ont vécu des traumatismes. Et donc, oui, plus d'informations et de sensibilisation. Oui, d'ailleurs, cette année, en compétition, il y avait aussi un film sur le yoga, justement, dans Images et Santé, oui, sur comment, voilà, c'était vraiment une ressource pour, en prison, par exemple, aussi. Enfin, on voit vraiment plein d'applications, en fait, différentes, que ce n'est pas juste, je vais me détendre, je vais passer une heure, un bon moment, je vais me muscler un peu. Donc, ouais, je veux bien le croire. Mais on oublie, après, on oublie qu'on fait partie d'un tout et qu'on a notre cerveau, notre esprit, etc. Mais on a aussi notre corps qui est juste une centrale d'infos géniale pour montrer comment s'orienter dans la vie. Et souvent, on est dans un monde tellement où on apprend à se couper de ça, que quand guérir d'un traumatisme, c'est aussi sortir de cette séparation-là. Pour moi, et ce que les gens me disent. Oui. Donc oui, en réponse à la question. Oui. Tu veux répondre aussi? Guérir, mais oui. D'abord, le thérapeute, il prend soin. Guérir,
peut-être c'est des questions d'éthique justement très fortes et d'actualité, si je puis m'exprimer ainsi. Mais de manière générale, je pense, et je reviens au psychocorporel, mais effectivement, on travaille avec des kinés, on travaille aussi en parallèle, effectivement, notamment les troubles musculo-squelettiques, avec effectivement l'impact psychique du traumatisme. Et ça, c'est un peu nouveau parce que ça reste encore difficile, on sépare encore le corps de l'esprit, c'est absolument phénoménal. Pourtant, tout ce que nous faisons au quotidien nous rappelle que nous vivons tout au travers du corps et du psychisme, et que l'intelligence et l'hypersensibilité d'ailleurs est une forme justement de liant naturel entre le corps et le psychisme. Mais oui, on guérit, on peut métaboliser des événements à caractère traumatisant et donc retrouver une qualité de vie. J'insiste aussi beaucoup sur le fait que, et certainement avec des personnes, des intervenants de première ligne par exemple, mais aussi effectivement des rescapés et des personnes qui reviennent de zones de guerre, il faut pouvoir travailler avec les familles, préventivement, parce qu'ils doivent reprendre une place, ils sont parfois partis longtemps, ils doivent reprendre une place, ils ont l'air étranges aux yeux de leur famille, et donc un peu beaucoup même de psychoéducation avec les enfants, avec la famille, c'est fondamental, parce qu'alors ils vont peut-être un peu mieux comprendre et reconnaître que c'est difficile de venir d'une zone de guerre, qu'ils ne pourront jamais comprendre parce qu'ils n'ont jamais vu, mais qu'ils pourront tout de même avoir une sensibilité particulière, une attention particulière et la reconnaissance, simplement la reconnaissance de la difficulté que c'est de voir des choses innommables ou de les vivre soi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut développer encore davantage, je crois. Chez les intervenants de première ligne, on travaille beaucoup sur le traumatisme direct. Ils peuvent être mis eux-mêmes en danger. C'est ce qu'on voit évidemment avec les militaires. Mais ils peuvent être aussi contaminés par ce qu'ils voient. Et donc on peut travailler préventivement, au-delà des formations même, pour qu'entre pairs, par exemple, ils puissent être attentifs les uns aux autres. Donc nous, en tant que thérapeutes, évidemment, on espère, on prend soin. En tout cas, on essaye de prendre soin, guérir. Il faut rester humble, ce n'est pas toujours possible, malheureusement, mais on va effectivement aider à la métabolisation du ou des traumatismes. Oui. J'imagine que c'est un processus assez long, cette guérison. J'imagine que ce n'est pas la même chose pour tout le monde, mais... Voilà, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. On essaye tout de même que ça ne prenne pas, parce que sinon, alors... Et je dirais que, allez, si je prends les victimes des attentats, par exemple, que nous avons vécus, 1 an, je dirais, pour la plupart, en moyenne en tout cas, de travail thérapeutique. Voilà. Alors parfois avec des retours, parce qu'il y a des événements alors communs, et notamment la pandémie ici, qui peut faire rejaillir effectivement cette sensation et cette angoisse existentielle liée à ce savoir sur la mort. Et donc il faut être attentif aussi à ces personnes, parce que effectivement la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des choses dans leur vie et dans la vie collective de manière générale qui peuvent faire réactiver les choses, et donc il faut avoir une attention particulière aussi pour cela. Donc même disons, les personnes qui arrivent à vivre de manière normale, qui n'ont plus ces crises d'angoisse récurrentes, mais c'est quand même comme, tu parlais d'une sonnette d'alarme, c'est comme quelque chose qui quand même, à n'importe quel moment, un événement de la vie peut quand même réveiller des années plus tard. Oui, ça, tout à fait. On n'est jamais à l'abri, je veux dire. Et parfois de manière spectaculaire, quand on parle de la mémoire traumatique, par exemple. Donc des personnes qui vont totalement enfouir. Et puis, je me souviens d'un patient, il était prenait une douche et il allait être parent, je crois, et tout lui est revenu comme ça d'un coup. Alors ça paraît étrange. On a même l'impression, parce que comme il n'y a pas beaucoup encore de reconnaissance, qu'il y a encore un travail autour de la reconnaissance des effets des psychotraumatismes, il apparaît aux yeux de son entourage comme quelqu'un de tout à fait étrange. Mais voilà, la mémoire et les mécanismes, qui sont à la fois des mécanismes de défense et en même temps qui sont délétères, c'est extraordinaire, hein, le corps humain et le psychisme humain. Et donc là, c'est le moment alors d'être là pour la personne, puisqu'elle revit les choses telles quelles.
Et donc ça, c'est une souffrance incommensurable. Alors qu'autour d'eux, peut-être, il n'y a que du calme. Et donc, tu fais référence à la pandémie actuelle, Oui. au fait que ça peut réveiller donc, des anciens traumatismes. Est-ce que vous avez remarqué que ça a aussi provoqué peut-être du stress post-traumatique pour des personnes D'abord chez les patients. Chez les patients qui sont atteints du Covid et qui, par exemple, vont se retrouver aux soins intensifs, avec, évidemment, on prend soin d'eux aussi, mais il y a aussi les conséquences de l'intubation, des choses de ce type-là. Les patients parlent de cauchemars parfois, de choses extrêmement dures. Donc, d'abord et avant tout, moi je pense aux patients. Et il y aura une réparation physique et une réparation psychologique aussi pour eux, même si on ne parle pas d'un événement ponctuel traumatisant. Mais il y a des phénomènes traumatogènes aussi, effectivement. Et puis alors, il y a les phénomènes plus dépressiogènes ou anxiogènes qui sont liés à la pandémie, aussi à des deuils, et parfois des deuils pathologiques, liés évidemment à la perte d'un être cher, lié dans un processus et dans une maladie aussi, qui reste quand même étrange. Et dont on ne perçoit pas, dans la population et puis dans le personnel soignant, j'en discutais hier, il y a des représentations totalement à l'opposé. Et donc, ce n'est pas facile de se rencontrer en termes de représentation. Et parfois, ça fait souffrir les uns et les autres. Mais donc, toujours, et je pense, c'est ce que tu dis aussi, c'est la psychoéducation, c'est montrer les choses avec pédagogie qui va permettre aussi de diminuer tous ces effets qui sont à la fois individuels et collectifs. Et vous, dans votre pratique, vous avez remarqué aussi cette dernière année peut-être des symptômes de stress apparaître ou réapparaître chez certains patients, ou de nouveaux patients qui viennent... Oui, parce que ce qu'on est en train de vivre et les mesures qu'il y a, ça replonge les gens dans une forme d'impuissance. Ça les coupe complètement de tout lien, de liens sociaux qui sont tellement importants pour justement, même pour son immunité, mais pour aussi sa santé mentale, toucher les autres, avoir des contacts, enfin tout ça est coupé. Donc oui, les gens qui ont vécu déjà des traumas, rien que le fait de ne pas pouvoir, d'être coincé comme ça réveille des choses. Alors après... l'humain est quand même créatif, notamment... Moi, je travaille beaucoup avec les enfants aussi. Et du coup, voilà, le fait les enfants, ils ont besoin de courir, ils ont besoin de sortir cette énergie et tout le monde a besoin de ça. Donc, les gens, ils vont quand même... Moi, je suis étonnée de voir comment l'être humain est créatif, en fait. Vraiment, il y a des... Et c'est ça aussi dans le trauma, c'est de comment on va... au lieu d'aller voir tout ce qui ne va pas bien, aller aussi voir ce que ça réveille comme ressources. Et que ce soit en temps de guerre ou en temps où nos libertés sont restreintes, on développe, on est créatif. Alors, il y en a évidemment qui ne sont pas logés à la même enseigne et c'est plus compliqué. Je sais que les mamans qui sont mamans de 3 enfants et qui font du télétravail, elles doivent me dire « oui, créative, oui, c'est ça ». Mais donc oui, dans ma consultation, il y a beaucoup de stress et ça dépend aussi vraiment au niveau de la consommation des médias. Il y a des enfants et des adultes aussi qui sont hyper anxieux, tellement pour moi, je leur dis mais coupez votre télé, allez promener dans les bois. Et ça, j'ai regardé hier, il y a une étude qui est du bon sens, mais qui vient de sortir, une étude canadienne qui montre que les femmes enceintes qui regardent la télé plus d'une fois par jour, la télé, genre les médias qui créent aussi de la peur, parce qu'il y en a, développent une détresse psychologique qui est beaucoup plus importante que les femmes enceintes qui ne regardent pas la télé. Et bon, ça vaut pour tout le monde, c'est pas que pour les femmes enceintes, mais quand on sait, ça aussi on n'en a peut-être pas encore parlé, mais que le trauma, on montre maintenant au niveau de l'épigénétique et de comment ça peut se transmettre, qu'il y a une transmission, il peut en tout cas y avoir une transmission transgénérationnelle sur au moins 2-3 générations. On le voit avec les victimes de l'Holocauste, par exemple.
mais c'est important, quoi. Et donc, moi, je me retrouve maintenant dans ma consulte avec des personnes qui vont avoir des symptômes traumatiques et plus du tout faire le lien avec quelque chose qu'elles ont elles-mêmes vécu, mais qui a été vécu par quelque chose au niveau de leurs parents, oui. Ouais. Et ça, on commence un petit peu à en parler. Je dévie de la question, hein, je suis désolée. Mais pour revenir, peut-être qu'on va sauter sur ce sujet-là, mais pour revenir au niveau de la pandémie, oui, c'est clair que ce stress et le fait de ne pas savoir, que ce soit un stress chronique qui dure, il y a tous les sentiments, toutes les émotions qu'on peut retrouver aussi dans le stress post-trauma qui sont présents. La colère, le sentiment d'impuissance, d'injustice, le désespoir. Voilà, tout ça est présent. Ouais. Et justement, il y a une question qui est arrivée, tout à l'heure, qui demandait justement si l'exposition aux médias et aux réseaux sociaux constitue-t-elle un risque de stimulus pour des flashbacks? Oui. Pour les stress. Oui, oui. Et en même temps, il ne faut pas se couper du monde, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que hier, le thème, c'était la numérisation, hein, et le fait qu'on avait certainement augmenté la consommation. Mais d'un autre côté, alors, je pense qu'il faut éviter de diaboliser ou de dire c'est vraiment horrible, c'est vraiment mauvais. Je pense que, oui, certainement, les personnes ont consommé davantage les écrans, mais ils l'ont fait aussi autrement. Parce que quand vous êtes privé d'un véritable apéro en tête-à-tête, et que vous le faites alors, et c'est la créativité alors de le faire par voie d'Internet, mais ça humanise Internet en réalité, là, à ce moment-là. Donc, voilà, tout est dans l'équilibre, évidemment. Hein. À condition, effectivement, et on parlait aussi des dépendances qui ont augmenté, etc. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas diaboliser, et qu'il faut avoir une vision d'une certaine façon équilibrée aussi. Voilà. Je pourrais peut-être ajouter que le fait qu'il y ait eu le confinement et que les gens aient été à un moment donné obligés de revenir à eux-mêmes, ça aussi, dans le traumatisme, ce qu'on voit, c'est que les personnes évitent surtout d'être en contact avec ce qui vibre à l'intérieur. Donc ils se coupent. Et le confinement vient remettre les gens dans ceux qui cherchent à fuir finalement. Donc oui, ça a pu donner aussi des belles choses, hein, des gens qui remettent en ordre leurs priorités, qui font c'est pas un check-up de leur vie, mais de voir vraiment ce qui est important. Et on a vu aussi à quel point les liens sociaux deviennent importants, peut-être même la famille, peut-être les gens en avaient avant détesté aller aux réunions de famille, et que là c'est bonheur si on pouvait avoir une réunion de famille. donc il y a vraiment cette notion de liens sociaux qui est remis en avant. Ouais. Oui, donc vous parlez toutes les deux donc justement de cette créativité, de ces ressources qu'on peut peut-être retrouver. On parle aussi beaucoup de résilience, un mot qu'on entend de plus en plus parler, dont on entend de plus en plus parler. Comment on peut expliquer que certaines personnes arrivent à être mieux résilientes par rapport à des situations stressantes? Je ne sais pas si on peut. Oui. La résilience, c'est vrai qu'on emploie beaucoup ce terme-là. Mais c'est pour ça qu'on dit d'un événement qu'il est potentiellement traumatisant. C'est pour ça que ce terme est très important. Il ne faut pas l'oublier, là, ce petit mot. Et que par ailleurs, comme je le dis, c'est contrastant, évidemment, c'est presque paradoxal. Mais quelqu'un qui vit un événement à caractère traumatisant, il va mettre en place tout un système adaptatif absolument phénoménal qui à la fois va lui permettre de peut-être sauver sa vie, au sens strict du terme, mais qui par la suite, effectivement, va avoir une difficulté, d'une certaine façon, à cheminer dans le psychisme. Je cite toujours cet exemple, et Jacques Roisin, qui est un spécialiste, nous avons vu ensemble, à de multiples reprises, un réfugié kosovar, qui est rescapé d'une tuerie dans un village. Donc ils prennent les hommes à part, ils mitraillent.
tout le monde meurt, à l'exception de notre patient, qui va faire une syncope vagale et qui va, en tombant dans les pommes, être enseveli par les corps de ses camarades, de ses parents même, et qui va, au moment, évidemment, où il va, entre guillemets, se réveiller, il va avoir la sensation il ne sait même plus s'il est dans le monde des vivants ou dans le monde des morts. Et tout notre travail, et son travail à lui, ça va... Il était évidemment dans un état, et toute sa famille était dans un état psychique vraiment très délabré, d'autant que, en plus avec l'exil, ça rajoutait encore évidemment du traumatisme, et qu'il avait perdu ses repères de père aussi, ne parlant pas la langue, alors que ses enfants, eux, avaient très très vite appris la langue, donc ça déséquilibre aussi la famille. Mais tout le travail, ça va être justement, et c'est une forme de résilience aussi chez cet homme. Il va en faire quelque chose d'ailleurs parce qu'il va témoigner au tribunal de La Haye. Mais il va comprendre que son corps l'a sauvé en quelque sorte. Et qu'au-delà même de ça, il va pouvoir... alors c'est horrible, hein, il a enterré ses pauvres camarades. Donc il va assister aux rituels aussi, il va permettre les rituels. Donc du moment où il tombe dans les pommes, fait de syncope vagale, et jusqu'au moment où il va permettre à ce village d'enterrer ses morts, il y a une forme effectivement de résilience, mais il ne va pas s'en rendre compte tout de suite. C'est un travail justement psychothérapeutique sur les mots, sur la métabolisation qui va permettre d'historiser. On peut parler d'une forme de résilience chez cet homme. C'est super. J'adore l'exemple que tu donnes de comment c'est aussi réconcilier les gens avec, de leur montrer que leur corps a donné la réponse biologique la meilleure du monde pour la survie. Et ça, souvent, les gens, ils oublient ça. Ils sont avec leur jugement après, parce que les pensées viennent après ce moment-là. Et ils viennent en disant « Ah, j'aurais dû faire ça » ou « Pourquoi j'ai pas fait ça » ou « C'est de ma faute » Et le fait qu'ils se réconcilient avec la réponse corporelle, il y a une forme de résilience qui est présente. Donc, ils peuvent se redresser un peu plus. Et en termes de résilience, il y a aussi que chaque personne, et ça concerne tout le monde, que chaque personne peut jouer, peut être un tuteur, ce qu'on appelle un tuteur de résilience. Donc, peut, par une parole, par un geste, redonner foi en l'humanité aux personnes qui ont vécu des traumatismes. Et quand on parle de traumatisme, on parle de zones de combat, mais les zones de combat, ça peut être aussi en famille, ça peut être quand on a eu des parents qui utilisaient la violence conjugale, ça peut être des agressions, ça peut être plein de choses. Donc c'est pas que les zones de combat en termes de guerre ou tout ce qui est impressionnant ou tout ce qui est évident, ça peut être aussi des braquages, mais ça peut être vraiment une forte insécurité dans l'enfance, d'avoir eu un parent qui est alcoolique dont on s'est occupé. Enfin, tout ça, ça peut vraiment donner aussi des traces de traumatisme et dont les gens ne font pas toujours le lien. Et qui, du coup, ils arrivent chez moi. Et on apprend on apprend ensemble à ce qu'ils puissent se réconcilier avec cette part-là qu'ils ont mis de côté, là, la part un peu blessée en eux. Donc en termes de résilience, tout le monde a quelque chose à faire et à donner à l'autre aussi. Et ça, je l'ai vu beaucoup avec les enfants avec qui je travaillais, les enfants victimes de violences conjugales. Le nombre d'enfants qui voulaient devenir policiers plus tard, ou avocat. J'en ai eu un qui voulait travailler dans un Deleuze. C'est marrant. Mais il y avait ce truc parce qu'ils ont croisé un policier ou quelqu'un qui leur a dit quelque chose de rassurant ou qui n'a pas mis les menottes à leurs parents devant eux. Des choses comme ça, toutes simples, qui pour tous les psys paraissent évidents. Voilà, pour beaucoup de gens, ça ne l'est pas. Ou ça peut être des profs, ou ça peut être n'importe qui. Quelqu'un qui va aller rejoindre l'autre dans ce qu'il vit. Et parfois, ça peut être juste recevoir une couverture sur soi, un chocolat chaud. Enfin,
c'est vraiment comme du bon sens humain, mais on ne soupçonne pas, on n'en soupçonne pas assez l'effet. Moi, je les entends dans mes consultations, les genres que c'est pas grâce à eux, mais que dans leur récit, il y a ah oui, quand même, je peux quand même encore faire confiance aux gens parce qu'un jour j'ai croisé une telle machin, tout ça. Et ça, c'est important, les petits gestes. Oui, et donc, oui, et la remise en confiance, vous dites vraiment un mot qui est super important parce que dans le stress, il y a une méfiance envers tout ce qui peut nous entourer. Parce qu'en tout cas, quand je repense au personnage du film, c'est vraiment ça. Et je trouve que toutes les scènes où on les filme, où ils marchent dans la ville, etc., et que tout peut être un danger potentiel. Et donc, même les personnes, elles parlent du fait qu'un sac poubelle dans la rue pouvait être une bombe, etc. Et que donc, tout, absolument, le moindre petit détail, juste en marchant dans la rue, pouvait être un danger potentiel. Et donc, le fait de retrouver cette confiance dans la vie et dans les autres, ça doit être une clé. De survie pour retourner dans la vie. Oui. Ça, et puis, il faut travailler la honte et la culpabilité aussi qui envahit littéralement les victimes de manière générale. Enfin, on n'est pas une victime, on est victime de quelque chose. Ça aussi, c'est très important de ne pas victimiser à outrance, c'est-à-dire que ces personnes endossent uniquement cette identité-là. Et ça, donc c'est une juste reconnaissance. Et ça, il y a encore beaucoup de travail dans la société pour cela, encore énormément, avec les assureurs, avec de manière générale, dans la communauté. Il y a encore beaucoup de choses qui permettraient alors de valoriser aussi ces tuteurs de résilience, cet accompagnement. Oui. Et donc, ça me fait faire un lien avec le débat que j'ai fait tout à l'heure sur un film complètement différent, mais qui est un atelier théâtre avec des sans-abri. Parce que là aussi, il y avait toute cette question du fait que faire du théâtre, ça les remettait en confiance. En fait, ça leur faisait redécouvrir le fait qu'ils avaient aussi des potentialités, qu'ils avaient aussi des ressources, qu'ils pouvaient eux-mêmes amener quelque chose de bon dans leur vie, mais dans la vie des autres. Et donc, oui, ça c'est super intéressant parce que voilà, il peut y avoir donc aussi plein d'autres activités ou choses qu'on peut trouver comme ressources. Oui, puis dans le théâtre, le corps aussi est en action. Donc il y a vraiment toute cette énergie qui peut être activée. Voilà, mais moi je n'ai plus beaucoup de questions ici. Bon, il y a encore une question sur la méditation. On a parlé du yoga. On nous demande si la méditation est-elle vraiment efficace pour calmer des crises d'angoisse ou est-ce un leurre ou un effet de mode? Alors, c'est universel. Je vois que Mireille n'est pas d'accord. Je pense que ce n'est pas un effet de mode. En plus, ça peut prendre tellement oui, il y a plusieurs mots pour la méditation. Combien de personnes n'ai-je pas rencontrées qui simplement le fait de prier les ramenait aussi dans le monde, certes un monde spirituel, mais le monde des humains et de la communauté. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la sensation et une part de la souffrance des personnes qui ont vécu un événement comme celui-là, c'est de se sentir presque en dehors de la communauté. Et parfois, alors que même que la communauté ne les a pas rejetés. Alors, dans certains traumatismes, par contre, si, notamment dans les problématiques de viol. Mais donc, la méditation, la prière, simplement prendre le temps du silence, de s'arrêter, de se recentrer sur soi, que ce soit soutenu par une croyance ou par simplement un exercice psychocorporel, mais oui, évidemment que c'est une aide formidable. Et si quelqu'un doit vous l'apprendre, pourquoi pas aussi, bien évidemment. Oui. Et c'est justement un geste de douceur, de reconnaissance, c'est réapprendre finalement, et en particulier pour les victimes d'actes de violence, c'est réapprendre que les liens humains ne doivent pas se réduire à leur expérience dramatique. Moi, j'ajouterais que la méditation
je trouve ça génial pour les gens, effectivement, hein, ça les reconnecte à eux-mêmes, mais que parfois, il y a comme une préparation avant, parce que parfois, la personne est tellement... rien que le fait d'être reconnectée trop vite à elle-même peut recréer cette zone d'angoisse et recréer des crises d'angoisse. Et que du coup, parfois, justement, passer par le corps en mouvement, progressivement, ça peut être une étape préalable à la méditation qui a montré ses effets positifs par rapport au trauma. Mais dans certaines situations, quand c'est trop massif, ça peut ressusciter de l'angoisse au départ. Ah oui. Donc ça doit peut-être pas être la première. Ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens qui vont... Il faut aussi que les gens apprennent à suivre ce qui est bon pour eux. Et qu'ils aillent voir n'importe qui, n'importe quel expert et tout ça. Le meilleur expert d'eux-mêmes, c'est eux. Oui, c'est très juste parce qu'en plus de ça, voilà, la méditation, c'est fort à la mode, etc. Mais donc, ce qui est à la mode devient une sorte de diktat. C'est comme, je ne sais plus, l'autre jour, on me disait avoir lu plusieurs articles sur l'empathie, comme si l'empathie devenait la qualité. Mais l'empathie, c'est d'abord... voilà, c'est particulier, hein, l'empathie, c'est sentir sans... voilà, donc c'est particulier, c'est d'ailleurs un mécanisme et la force d'un thérapeute. Mais donc voilà, il y a des diktats dans notre société. Or, justement, quelqu'un qui a vécu un événement traumatisant, il a été à un moment donné assujetti à quelque chose. Il a mis en place une adaptabilité qui a un coût psychologique et parfois corporel, et souvent les deux. Mais si en plus de ça, dans la société, on leur dit « mais si, il y a la méditation, maintenant tout le monde doit méditer », attention, parce qu'alors ça devient une injonction, et on a l'habitude maintenant dans notre société d'avoir des injonctions. Tu dois être heureux. Tu dois être heureux, tu dois être empathique, tu dois... Mais c'est la liberté qui compte, précisément pour les personnes qui ont vécu ce type de traumatisme et les traumatismes de manière générale. Donc de pouvoir choisir ce qui va vraiment leur faire du bien. Mais bien sûr, oui. Et de ne pas se sentir obligé d'avoir cette compétence ou cette nouvelle compétence. Voilà. Oui. Écoutez, merci. On arrive tout doucement à la fin de cet entretien. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Moi, je vous donne rendez-vous il y a encore ce soir, demain et samedi, encore 3 jours de festival. Je vais peut-être pointer quelques films parce que j'aime bien tout simplement vous stimuler à être curieux, à découvrir d'autres choses. Par exemple, demain à 14h, il y a un film qui s'appelle Dive Rituals in Water et c'est un film sur une approche très particulière de bébé nageur, mais c'est vraiment très particulier et c'est un film très ressourçant. C'est vraiment un peu à l'envers peut-être de celui-ci, mais toujours dans la santé mentale finalement, dans le relationnel, relation parents-enfants. Et je trouve que c'est un film vraiment très agréable à regarder. Je vous conseille vivement, c'est un de mes préférés, je ne devrais pas le dire. Demain, il y a aussi à 17h Honeyland, qui est un film qu'on pourrait croire un film de fiction. Ça se suit tout à fait comme une histoire. On suit un personnage, même plusieurs personnages, une action, et c'est un film qui est tourné en Macédoine du Nord, qui suit une apicultrice d'abeilles sauvages. Et donc, c'est toute la relation à la nature, à l'exploitation de la nature, au respect de la nature. Et c'est un film aussi avec des images très, très belles. C'est un film qui a gagné Sundance, qui a été nommé aux Oscars, etc. Donc, c'est vraiment un très, très beau film. Je vous le recommande. Et n'oubliez pas que samedi soir, il y a la soirée de clôture du festival, donc samedi à 20h. Ce sera le film gagnant du festival, donc c'est une soirée surprise. Il y a une cérémonie d'ouverture plus la projection du film. Je vous invite déjà à vous y inscrire dès maintenant parce que c'est gratuit. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.